Bonjour chers curieux de l'histoire et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la guerre en Ukraine où on va revenir cette fois-ci sur cette fameuse contre-offensive de Kiev. Il s'agira de faire le point sur les événements qui se sont déroulés du 29 août au 13 septembre dernier, que ce soit dans l'oblast de Kherson ou celui de Kharkiv, mais mon but premier est avant tout de vous présenter la combinaison des 5 facteurs qui, selon moi, ont créé les conditions de ce succès tactique ukrainien. On parlera également de la genèse de ce plan, de la géostratégie utilisée à Kherson, et comme mon but est avant tout pédagogique, je ferai de temps à autre des comparaisons avec le rugby. Alors, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 20 septembre et je sens qu'il va y avoir une évolution d'ici à ce que la vidéo sorte, donc je ne m'interdirai pas à la fin de cette vidéo de faire comme une sorte de mise à jour. Allez, c'est parti! Pour moi, la première raison de la réussite de cette contre-offensive ukrainienne, c'est l'effet de surprise et la diversion. Attaquez là où il ne vous attend pas, surgissez toujours à l'improviste, tels sont les mots de Sun Tzu dans son premier chapitre de l'art de la guerre, qui est justement consacré à l'art de la tromperie durant un conflit. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Russes, comme nous-mêmes d'ailleurs, ne s'attendaient pas à ce que les Ukrainiens portent leur effort principal sur le front de Kharkiv, et encore moins que Kiev soit capable de mener simultanément 2 offensives. Or, l'effet de surprise face à un adversaire est toujours un atout majeur, un multiplicateur de force immatérielle. Cet effet de surprise a été patiemment ménagé en déviant l'attention du Kremlin sur un autre secteur. En effet, depuis juillet, Kiev fait preuve de surcommunication sur son intention d'attaquer et de reprendre Kherson, la seule capitale régionale conquise par les Russes depuis le 24 février avec ses 280 000 habitants. Alors personnellement, la multiplication de ces déclarations annonçant une grande offensive sur Kiev me surprenait quelque peu parce que ce n'est pas en annonçant au préalable à son adversaire le lieu où on va l'attaquer que l'on augmente les chances de succès d'une offensive. Mais après tout, les frappes en profondeur des missiles HIMARS contre les ponts enjambant le Dniepr ou contre les dépôts de l'armée russe ont crédibilisé cette volonté de l'état-major de porter prochainement leur effort principal dans cette partie de l'Ukraine. Mais cette surcommunication était en réalité une opération de désinformation destinée à créer une diversion pour tromper l'adversaire et l'encourager à concentrer des troupes sur ce front menacé en dégarnissant d'autres secteurs. C'est ainsi que toute la 5e armée, avec ses 127e divisions et 57e brigades qui combattaient dans le Donbass, ainsi que sa 60e, qui était postée dans le secteur de Donetsk, ont été retirées pour être redéployées sur la rive sud du Dniepr. Ce qui a eu pour effet collatéral de laisser seuls les séparatistes sur une grande partie du Donbass, expliquant par la même occasion le ralentissement de la progression russe dans ce secteur, à partir de juillet après la prise de Severodonetsk et de Lysychansk. Moscou y a également concentré une grande partie de ses troupes aéroportées, utilisées ici comme une infanterie d'élite, avec des éléments où la totalité de ses 4 divisions et une de ses 3 brigades. En tout, 20 à 25 000 hommes pour ne compter que ceux étant postés au nord du Dniepr. Comme au rugby, les Ukrainiens ont donc cherché à étirer la défense russe pour la rendre plus lâche et favoriser des brèches. On peut dire en cela qu'ils ont su exploiter la principale faiblesse de l'armée russe tant qu'il n'y aura pas de mobilisation générale, à savoir l'insuffisance des effectifs de ce qui ne reste qu'un simple corps expéditionnaire. Mais la différence avec l'opération Fortitude, où il s'agissait de faire croire aux Allemands à un débarquement dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est que l'offensive dans l'oblast de Kherson, elle, n'est pas un leurre. Elle débute le 29 août par une attaque terrestre sur 3 axes. Les images au début sont assez rares, parce que les premières progressions sont faibles et qu'elles ne sont pas marquées par la prise d'une ville importante. L'une des plus connues est celle-ci, où l'on voit une colonne de fantassins ukrainiens progresser à travers champs, couverts par un IPG 765, une version du M113 modifiée par les Néerlandais, et un T-72 qui ouvre la marche et qui semble cibler une menace. Ces images sont symboliques des difficultés rencontrées par les Ukrainiens dans ce secteur où la guerre est différente. Différente car la défense russe y est plus dense du fait des renforts envoyés depuis juillet et elle est organisée sur la profondeur avec plusieurs lignes autour de Kherson, s'appuyant sur quelques localités transformées en bastions comme Arkhangelsk ou Sniou-Rivka.
Alors là, certains pourraient croire que la solution facile pour les Ukrainiens serait de profiter de leur supériorité quantitative de leur armée pour concentrer sur la globalité du front une masse dépassant largement la défense et qui soit capable d'opérer une rupture par le choc et la submersion du nombre. Tout comme pensaient le faire les Allemands en 1918 lorsqu'ils ont ramené sur le front de l'Ouest toutes leurs troupes engagées en Russie. Je vous renvoie à ma vidéo sur le corps expéditionnaire portugais en France. Mais dans la situation présente, cela est difficile pour deux raisons. D'une part, cette partie de l'Ukraine est un vaste open field, un espace agricole à surface plane, dépourvu de relief, de grands bois et avec peu de centres urbains où se cacher, propice donc à l'attaque lorsque la défense n'est pas préparée, comme cela a été le cas pour les Russes en février, qui sont arrivés à Kherson en à peine 3 jours. Mais hyper favorable à la défense lorsque celle-ci est aménagée, comme l'ont fait les Russes depuis 6 mois. Puisque ce type d'espace géographique fait qu'une colonne, ou même un blindé, est repérable au loin et peut être détruit par un ATGM ou par l'artillerie. Et c'est là le second problème pour les Ukrainiens. L'armée russe est soutenue par ce qui constitue l'un de ses points forts, surnommé le dieu de la guerre par Staline, l'artillerie. Un complexe reconnaissance-feu, ROK en russe, basé dans ce secteur sur environ 250 pièces de différents types, dont la portée est suffisante pour permettre d'opérer à l'abri derrière le Dniepr sur le tiers sud. Cette artillerie peut non seulement stopper toute progression par un tir de barrage, opérer des tirs de contre-batterie, mais aussi bombarder en amont toute concentration de force et détruire ses centres d'approvisionnement, et tout ça sans parler des airs où l'aviation russe a encore la suprématie. Une capacité de destruction qui est accrue par le type d'espace qui favorise la détection. Si bien que les Ukrainiens doivent faire face à un équilibre. Ils doivent certes constituer une supériorité numérique sur le terrain, puisque l'attaquant doit toujours être plus nombreux que le défenseur, mais tout en évitant le risque d'une trop grosse concentration qui ferait office d'une cible facile pour l'artillerie russe, et ce qui est inutile puisque dans une guerre moderne, étant donné la puissance de feu, l'accumulation de masse dans un espace donné accroît plus à un moment donné le facteur de létalité que celui de l'efficacité. Raison pour laquelle les forces ukrainiennes sont relativement réduites au vu de l'objectif, peut-être 35 000 hommes, un rapport de force insuffisant de même pas 2 contre 1. Des troupes qui reposent sur des brigades de manœuvre comme la 60e brigade d'infanterie mécanisée, les 35e et 36e brigades d'infanterie de marine, la 128e division de montagne, sans oublier des brigades de défense territoriale et même des Tchétchènes dans le secteur d'Arkhangelsk. Toutes ces considérations font que les Ukrainiens sont condamnés à une guerre de position et d'usure, en constituant quelques supériorités quantitatives très localisées pour opérer une percée. Non dans l'objectif de faire des progressions spectaculaires, ni même de prendre Kherson à court terme, car cela est hors de portée de Kiev pour le moment, le but est d'enfoncer des coins suivis de pauses, afin de fortifier le peu de territoire conquis face à de potentielles contre-attaques russes, des coins dont la géométrie pourrait faire battre en retraite les Russes dans les secteurs les plus avancés. De la même manière que ces derniers avaient obligé les Ukrainiens à évacuer Lysychansk et Severodonetsk fin juin après avoir fait une percée à Popasna, ce qui représentait un risque d'encerclement. En cela, cela me fait penser beaucoup à la tactique de guerre urbaine, une sorte d'encellulement, d'attaque compartimentée qui vise à reprendre la ville quartier par quartier, où on sécurise l'un avant de s'attaquer au suivant. C'est ce que l'on avait vu dans la série sur la bataille de Mossoul. Et sur le moyen et long terme, il s'agit de battre les Russes par un étouffement logistique. Je m'explique. Depuis juillet, les 3 seuls ponts du Dniepr contrôlés par les Russes sont la cible répétée des missiles ukrainiens, dont ceux des fameux HIMARS, comme ici avec le pont Antonovsky, ou là avec le pont ferroviaire, ou encore ici avec celui de Novakhovka. Alors, ces ponts ne sont pas totalement détruits, mais suffisamment endommagés dans leur structure pour que le passage de véhicules lourds soit interdit. Or, le Dniepr, ce n'est pas la Seine, il est particulièrement large, parfois jusqu'à 5 km. Le but de ces frappes est donc d'isoler les troupes russes situées au nord de ce fleuve et de provoquer une attrition logistique en les obligeant par des attaques répétées sur le front à consommer plus de munitions, de carburant et de vivres que les flux logistiques ne permettent de les remplacer, car ceux-ci sont atrophiés par la mise hors d'usage des ponts, que les barges et les pontons ne peuvent remplacer totalement car ils sont eux aussi la cible de l'artillerie ukrainienne, comme on peut le voir ici, et qui de toute façon ne suffisent pas car elles représentent une rupture de charge et donc offrent un débit insuffisant à la vue de la cinquantaine de camions de ravitaillement nécessaires pour chaque GTB tous les 3 à 4 jours. Autrement dit, nous sommes dans une logique de siège qui veut faire diminuer progressivement le potentiel de réaction des Russes, jusqu'à l'effondrement global ou le retrait avec un abandon d'une partie du matériel. C'est un peu comme si vous obligiez quelqu'un qui avait les artères du cœur bouchées à courir pour le tuer à petit feu.
Ce qui est sûr, c'est que cette bataille de Kherson est une étude de cas parfaite montrant l'importance de la géostratégie. En tout cas, c'est avec cette logique que l'offensive russe débute en privilégiant la face nord, car là, la couverture de l'artillerie russe y est plus éloignée. Un nord que les Ukrainiens cherchent à couper du reste du dispositif russe en détruisant les ponts de l'Inoulets. Et c'est justement dans ce secteur qu'est opérée la première percée après plusieurs jours de combat, même si le nombre de kilomètres de progression ne se compte que sur les doigts d'une seule main. Elle est marquée par la prise de Vysokopilia, un temps disputé, mais dont ce drapeau, planté par les hommes de la 60e division mécanisée sur l'hôpital de la localité, symbolise son contrôle total. Le 5 septembre, les Ukrainiens s'emparent de Novovo-Skresenske, marquant pour l'instant l'avancée maximale dans ce secteur. Au centre, cette dernière est encore moins significative. Après avoir pris Soukistavok le 2 septembre, les hommes de la 36e brigade d'infanterie de marine sont ralentis par la destruction de 3 pontons sur l'Inoulets, dont ils dépendaient pour le ravitaillement et l'arrivée des renforts. Ils parviennent tout de même les 5 et 6 septembre jusqu'à un axe Bizeme-Kostromomka, dont on voit ici quelques images de la prise d'assaut. Au sud, les Ukrainiens progressent jusqu'à Barvinok le 9 septembre, Kherson n'est plus qu'à une quinzaine de kilomètres, mais ils n'arrivent pas à progresser plus en avant. Au 10 septembre, l'offensive dans la région de Kherson semble donc marquer un arrêt temporaire. Alors il y a sûrement un effet d'épuisement de ces unités ukrainiennes, au nombre trop réduit, qui ne peuvent pas mener une action sur le long terme, puisque pour percer la première ligne en 3 endroits, elles ont dû subir de lourdes pertes provoquées en grande partie par l'artillerie russe. Comme le montre cette vidéo où on voit 3 T-72 et un BMP-1 ukrainien détruits dans une embuscade, ou celle-ci qui montre un IPR-765 capturé. Là, on voit un T-72 ukrainien abandonné, sabordé par les Russes. Alors, est-ce que cette offensive est un échec comme le prétendent les Russes ? Eh bien en fait, tout dépend du point de vue dans lequel on se place. Et je ne parle pas de celui des Russes ou des Ukrainiens, mais plutôt celui du temps. À court terme, oui, c'est plutôt un échec, car je pense que quand même Kiev s'attendait à de meilleurs résultats, d'autant plus que ceux-ci ont coûté cher en vie humaine et en matériel. Mais par contre, sur le moyen et long terme, c'est plutôt un succès, car cette attaque contribue à l'effet géostratégique que je viens de vous expliquer. C'est pourquoi je pense que l'arrêt auquel nous assistons est plutôt temporaire, le temps que les unités se reconstituent et se reposent, et que dans les semaines qui suivent, nous allons assister à des attaques localisées, répétées, comme des coups de boutoir qui sont destinés à faire craquer ce périmètre défensif russe, et je suis prêt à parier que ça va commencer par la façade nord, et qui progressivement vont faire contracter cette poche de Kherson sur son point névralgique, c'est-à-dire la ville de Kherson elle-même. Rebonjour, nous voici le 8 octobre et comme je vous l'avais promis, une sorte de petite mise à jour destinée à prendre en compte l'évolution de la situation. Alors pour être tout à fait honnête, c'est la deuxième fois que je tourne cette dernière partie de la vidéo parce que en fait la première fois je l'avais faite fin septembre pour prendre en compte à la fois la déclaration de mobilisation partielle en Russie, donc le 21 septembre, et le jour même l'offensive de la 28e division mécanisée ukrainienne à Pravdin. Une attaque qui, comme je vous l'avais annoncé, fait partie de cette logique d'offensive localisée, répétée, destinée à tester et à user le périmètre russe tout autour de Kherson. Alors sauf que là, en l'occurrence, ça s'est terminé plutôt par un échec par les Ukrainiens, comme le montrent d'ailleurs ces images. Je crois de mémoire, ils ont perdu quelque chose comme 5 BMP-2, il y avait aussi un T-64 et d'autres blindés détruits par l'artillerie russe. Mais, et c'est la raison pour laquelle je tourne de nouveau cette mise à jour, c'est que cette logique de guerre de siège et d'usure, accompagnée de destruction de dépôts de munitions et d'infrastructures, a fini par payer, puisque le périmètre russe situé tout autour de Kherson a fini par craquer, et comme je le pensais, ça s'est passé dans la partie nord. Alors cela a commencé avec l'annonce de la libération d'Arkhangelsk le 3 octobre, puis dans les jours qui ont suivi, cette spectaculaire progression des Ukrainiens, avec ce fameux convoi de 150 blindés qui a progressé, je crois que c'est 40 km jusqu'à Douchani, aux dépens de la 205e brigade russe, en empruntant cette route située le long de la côte. Et en plus, cela a par la même occasion forcé les Russes qui étaient situés dans ce secteur, constitué de villages trop petits et trop espacés pour pouvoir constituer une position défensive sérieuse, à se replier car ils étaient tout simplement menacés d'encerclement. Alors maintenant, reste à savoir comment la situation va évoluer.
Par contre, ce qui est sûr, c'est que ces attaques coûteuses ukrainiennes dans l'oblast de Kherson ont crédibilisé aux yeux de Moscou l'idée que Kiev a porté là son principal coup. Mais en réalité, l'état-major ukrainien est en train de préparer au même moment une seconde contre-offensive, celle-là située à l'est de Kharkiv. Mais encore fallait-il disposer de forces importantes pour la mener. Eh bien c'est là le second facteur de ce succès tactique ukrainien que j'aborderai dans la prochaine vidéo avec l'ensemble des autres facteurs. En tout cas, si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de la commenter. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, longue vie et prospérité.